Il y a près de 1000 ans, au nord de la Russie, il était une région où écrire et lire n'était pas le privilège des seuls aristocrates ou du clergé. Ce savoir était également partagé par la population. Alors, pour communiquer, que l'on soit riche ou pauvre, homme ou femme, on s'envoyait des lettres. C'était à Novgorod. La ville était alors le centre d'une république médiévale indépendante et comptait parmi les cités les plus prestigieuses de son temps. Un passé légendaire dont elle a gardé les traces. Aujourd'hui, des fouilles archéologiques ont permis de retrouver des centaines de ces lettres gravées sur écorce de bouleau. De quoi parlent-elles? Quelles étaient les joies et les soucis des habitants de l'époque? Comment vivait-on au Moyen-Âge à Novgorod-la-Grande? Par-delà les siècles, ce sont les acteurs eux-mêmes de cette histoire très ancienne qui nous révèlent les secrets de leur existence. Димка, ну что ты в конце концов, ну надо же. Мам! Ну елки-зеленые, Ой! ну чучело ты дорога. Папка! De Boris Anastasia. Quand tu recevras cette lettre, envoie-moi un homme à cheval, car j'ai beaucoup de choses à faire ici. Et envoie-moi aussi une chemise. J'ai oublié ma chemise. Envoie-moi un homme à cheval, car j'ai beaucoup de choses à faire ici. Et envoie-moi aussi une chemise. J'ai oublié ma chemise. À propos de Boris et Nastasia, on a retrouvé ensuite une autre lettre, écrite cette fois par Nastasia, et qui nous révèle quelque chose de tragique. Boris est mort. Salutations de Nastasia à ses seigneurs et frères. Mon Boris n'est plus en vie. Comment, Seigneur, allez-vous prendre soin de moi et de mes enfants? Comme chaque année à Novgorod, c'est à la faveur du court été que va se dérouler la prochaine mission archéologique. Les scientifiques ont installé leur camp de base dans les murs d'un ancien monastère et préparent maintenant le programme des fouilles. Valentin Yanin dirige les recherches depuis 30 ans. Académicien, titulaire de la chaire d'archéologie à l'université de Moscou, il demeure avant tout l'infatigable explorateur de Novgorod. Avec sa femme Yelena et Alexander Khorochev,
Directeurs du centre de recherche archéologique, ils ont décidé cette année de reprendre les fouilles du secteur dit de Troïtski. Un quartier où résidaient de grands propriétaires terriens, des dirigeants politiques et religieux, un peintre d'icônes et de fresques. Peut-être que de nouvelles lettres permettront d'en apprendre davantage sur ces personnages qui faisaient la renommée de Novgorod la Grande. Juillet 2003. Sur le site de Troïtski, le travail a commencé depuis 3 semaines. Les niveaux supérieurs, déjà fouillés les années précédentes, ont été dégagés et laissent apparaître les couches archéologiques du XIIIe et XIIe siècle. Traditionnellement, les jeunes des écoles de Novgorod participent à la fouille. Ils sont encadrés par des étudiants en archéologie venus des 4 coins de la Russie et par une équipe de professionnels. Une véritable mobilisation estivale qui se reproduit chaque année à l'identique depuis 70 ans. C'est en juillet 1932 que les archéologues, motivés par les échos d'un passé légendaire, ouvrent les premiers chantiers de fouilles. Malgré une révolution en marche, une guerre mondiale, l'effondrement du régime, une crise économique et de terribles restrictions budgétaires, le travail n'a pratiquement jamais cessé. Et la ville s'est émaillée de dizaines de sites de fouilles, selon les possibilités laissées par l'urbanisme. En 70 ans, les techniques de fouilles n'ont pas beaucoup changé. Il s'agit toujours d'émietter à la main des dizaines de milliers de mètres cubes de terre. Le bois de bouleau était utilisé pour fabriquer toutes sortes d'objets, et l'on retrouve en abondance de ces écorces enfouies dans la terre. Il faut toutes les examiner attentivement. Rares sont celles cependant qui portent un message gravé. La 3e semaine de fouilles va s'achever sans qu'aucune de ces voix du passé ne se soit fait entendre. Mais quelques minutes avant la fin de journée, il faut un œil exercé pour discerner au revers de cette écorce roulée sur elle-même et couverte de terre des incisions faites au Moyen Âge. L'écorce est emmenée au laboratoire d'archéologie. C'est Yelena qui réceptionne la trouvaille. Il faut agir vite et délicatement. Ce rouleau d'écorce doit sa conservation à une terre argileuse, dont l'humidité extrême et constante crée un environnement sans bactéries. Sorti de son milieu, il va se détériorer rapidement
sécher et devenir impossible à déplier, et donc à lire. Pour dérouler l'écorce, il faut utiliser de l'eau chaude. Numéro 943. Quand on a trouvé les premières écorces, il y a plus de 50 ans, on ne savait pas comment procéder. Mais avec le temps, on a mis au point une méthode pour traiter les rouleaux. Ah voilà, c'est le début de la lettre. Là-bas. Non, c'est pas le début. Non. Mais on voit très bien les lettres sur le fond clair. Regardez. Mais l'écorce se révèle trop fragile pour être ainsi manipulée. Et Elena préfère laisser la main aux spécialistes. Passionné par la culture de la Russie médiévale, Vladimir Povietkin est le restaurateur attitré de tous les documents écrits trouvés à Novgorod. Grâce à lui, des centaines d'écorces gravées ont pu livrer leurs secrets. Des petits morceaux, il n'y en a pas beaucoup. Dans un cas comme celui-ci, le plus petit morceau d'écorce a son importance. Il porte peut-être un fragment de lettre qui permettra de révéler un mot, qui à son tour donnera son sens à une phrase. La recomposition du passé est un art de précision et de persévérance, dans lequel Vladimir Povietkin est passé maître. Se basant sur le dessin des morceaux et l'écriture elle-même, il réassemble le document. Morcelé, incomplet, le texte prend forme. Que dit-il ? Нагаты какие-то упоминают, сколько нагаты. Да. Опять левый наклонный почерк. Нагаты вот так. Нагаты, конечно, нагаты. Les scientifiques ont du mal à freiner leur impatience. Не мешайте ему, ей-богу, он ведь его идеально работает. Интересно. Не надо, не дышите ему, выйдите отсюда. La découverte d'un document écrit est toujours un événement. L'occasion exceptionnelle d'entrer dans une vie qui se déroulait au Moyen-Âge. De saisir des mots prononcés il y a plusieurs siècles. Quels sont-ils ? De quoi parle-t-il ? C'est au tour de Valentin et des linguistes d'entrer en piste. Le déchiffrage est un rituel où chacun connaît sa place. Купите написано. Купите? Да. Купите. Купите? Причем О. Les mots sortent, fragiles et encore imprécis de leur lointain passé. Acheter, acheter là-bas. Le texte est écrit en vieux russe, dans un dialecte propre à Novgorod. Il utilise une forme ancienne de l'alphabet cyrillique. Les scientifiques connaissent parfaitement tout cela. Мосяне. Мосяне. Она уже что-нибудь другое. La lecture cependant est complexe, car les mots s'enchaînent sans espace ni ponctuation. Et il manque des morceaux importants au document. Что есть не на. Прекрасно. Все мосяне надеют. А жито. On comprend vite cependant
qu'il est question de seigles à acheter, du prix de l'orge. Il s'agit d'une lettre écrite par des paysans à leur maître qui habitait Novgorod, là où a été trouvée l'écorce. Un type de correspondance que Valentin Yanin connaît bien. Salut des habitants du village sur la Chijna et du village de Bratilovo au seigneur Yakov. Viens, Seigneur, chercher le blé qui t'appartient avant, Seigneur, qu'il ne pourrisse. Et nous, Seigneur, nous sommes maintenant perdus. Les semences sont gelées, il n'a rien à semer et rien à manger non plus. Vous, Seigneur, n'arrivez pas à vous mettre d'accord entre vous, et nous, là, au milieu, nous allons mourir. De très nombreuses lettres témoignent de la correspondance qu'entretiennent les paysans des domaines agricoles avec leurs maîtres, qui, eux, résident à Novgorod. Ces riches propriétaires terriens, appelés boyards, veulent vivre en effet au cœur de la lutte politique, là où ils peuvent exercer leur influence. Car Novgorod est une république. Contestant le pouvoir féodal installé à Kiev, elle développe à partir du XIe siècle un système politique original, comme l'illustrent ces miniatures tirées des chroniques de la ville. Ces institutions reposent sur une assemblée populaire de citoyens et un conseil rassemblant les chefs des administrations et les représentants des quartiers de la cité. Les principaux dirigeants sont élus. Ainsi, les fonctions de député ou même de maire sont accessibles aux boyards, à condition d'habiter en ville. Les affaires du domaine agricole, parfois très éloignées de Novgorod, sont donc réglées par lettres et imposent aux paysans comme aux maîtres de savoir lire et écrire. Et c'est là un des principaux facteurs de développement de l'écriture à Novgorod. En 50 ans, nous avons trouvé plus de 1000 lettres, toutes à Novgorod. Ces lettres sont écrites par des gens de couches sociales très différentes. Il y a des boyards riches, des marchands, des artisans, des paysans qui écrivent à leurs maîtres pour se plaindre de leur intendant. Il est très important de souligner que beaucoup de ces lettres sont écrites par des femmes. C'est le signe partout en Europe d'une société très cultivée. Et cela change l'idée que l'on se faisait de la société médiévale en Russie. En ce temps-là, dans le reste de l'Europe, seuls les membres du clergé et quelques lettrés maîtrisent l'écriture. À Novgorod, elle est utilisée couramment par la population. L'exercice, cependant, n'est pas facile, ainsi que l'expérimente Vladimir Povietkin. Il faut inciser lentement, trouver un graphisme qui s'accommode de l'écorce et du stylet. Et puis surtout, il faut connaître l'alphabet. En bref, il faut apprendre. On sait qu'il existait des écoles installées dans les monastères, mais les découvertes faites par les archéologues dans les quartiers d'habitation prouvent que cet enseignement était aussi pris en charge à la maison.
Ainsi, ces exercices d'écriture réalisés par un enfant qui, après quelques lettres laborieusement tracées, a préféré se mettre à dessiner. Sur d'autres écorces, il a même signé ses œuvres. Il s'appelait Onfim. Il avait 7 ans et vivait à Novgorod à la fin du XIIe siècle. Понял? Все, хватит, давай. На, Игорь, я еще давай. Поленья попадутся, откидывай их, понял? Давай, давай. Ну что? А? Похмелиться, что ли, налить? Дармоед, чертов. Давай таскать дрова, расселся тут. Ой, Господи. Salutations de Siméon à ma belle-sœur. Au cas où tu l'aurais oublié, il y a du malt de seigle au cellier. Prends-en, ainsi que de la farine autant qu'il te faut pour cuisiner. Pour ce qui est du rouble à donner à Ignat, donne-le lui. Achète-toi de l'huile, achète des habits aux enfants et surtout, confie le petit à quelqu'un qui puisse lui apprendre la lecture et l'écriture. Sur le chantier de Troïtski, le long et patient émiettement de la terre se poursuit. Depuis la découverte de la lettre sur écorce, on sait que l'un de ces riches propriétaires fonciers, un boyard, vivait probablement dans ce secteur. Les archéologues espèrent trouver maintenant des objets qui témoignent d'un niveau de vie plutôt confortable. C'est par fragments que se constitue la preuve attendue. Alexander Tsorokin est parvenu à reconstituer une chaussure de femme. Les multiples couches de cuir et la façon dont elles sont assemblées caractérisent un objet de qualité. Peut-être la chaussure de la femme du boyard ou de sa fille. Une autre trouvaille, insignifiante en apparence, vient confirmer la présence d'une population aisée dans ce quartier. Pour Mikhail Petrov, archéologue, cette petite pièce de céramique raconte beaucoup. Il s'agit d'un fragment d'amphore qui servait à transporter des liquides. Elle ne vient pas d'ici, elle a été fabriquée probablement au sein de l'Empire byzantin. Elle a été importée avec son contenu. C'est peut-être de l'huile d'olive, ou du vin, ou peut-être un produit sec. En tout cas, la personne qui pouvait se payer ce genre d'amphore devait être assez riche. D'où vient la richesse de Novgorod? Comment cette ville isolée au nord-ouest du continent pouvait-elle commercer avec l'Empire byzantin? La réponse est ici, sur ce fleuve qui la traverse, avant d'entreprendre un très long voyage. Novgorod est situé au cœur d'un vaste réseau de voies navigables qui l'a prédestiné à devenir un carrefour commercial. Ouverte d'un côté sur la Baltique et donc l'Europe, la ville est aussi en communication avec la mer Noire et la mer Caspienne aux frontières des mondes byzantins et arabes. Attirés par la liberté qui y règne, de nombreuses corporations privées de marchands s'y installent et ouvrent des comptoirs. Parmi ceux-ci, la puissante Ligue hanséatique qui monopolise le commerce de l'Europe du Nord.
Les produits qui se croisent à Novgorod viennent de Scandinavie, d'Allemagne et de France, comme de Samarcande, de Bukhara ou du royaume de Byzance. Au XIIIe siècle, alors que la Russie de Kiev tombe sous le joug des Mongols, Novgorod est épargnée et demeure la seule porte ouverte sur l'Occident. La ville s'enrichit encore et peaufine son décor. Chaque soir, on apporte au laboratoire le produit des fouilles de la journée. Il s'agit d'enregistrer le matériel, de le trier selon sa nature et de prévoir les restaurations, si nécessaire. Mais avant cela, il y a la magie du déballage. Et certains objets qui, soudain, arrêtent le temps pour laisser place aux rêves. On imagine que cette poignée, il y a presque 10 siècles, ornait l'extrémité d'un outil. On imagine qu'il y avait des aiguilles et une bobine de fil près de ces ciseaux de couture. Et puis, on imagine une maison. Et on se permet d'entrer parce qu'on a la clé. Une maison riche, si l'on en juge par la qualité des bottes rangées dans l'entrée. Une maison où les objets, stylés pour graver l'écorce ou broches à cheveux, aiment à évoquer le souvenir des divinités païennes d'avant la christianisation et s'ornent de figures inspirées des anciens dieux. Ici, on a le temps de s'occuper de soi. Ici, on a le temps de jouer. Que l'on soit petit ou que l'on soit grand. Ce serait la maison du boyard et de sa famille, par exemple. Je t'ai écrit 3 fois. Qu'as-tu contre moi au point de ne pas être venu me voir cette semaine? Et moi qui te tenais pour un frère. T'aurais-je blessé en écrivant? Je vois bien que cela te contrarie. Si cela te plaisait, tu aurais trouvé moyen d'échapper au regard des autres. Et tu aurais accouru. Réponds-moi. Si par ma folie je t'ai blessé et que tu viens à te moquer de moi, Dieu sera ton juge, ainsi que moi-même, son humble servante. Больно? Больно? Нет? Смотри, красавица. Красавица, моя девочка. De Mikita
à Anne. Épouse-moi. Je te veux, toi, et tu me veux, moi. Ignat, on est témoin. Une nouvelle écorce gravée a été découverte hier sur le site de Troïtski. Elle vient d'être restaurée et va maintenant être scannée afin d'en faciliter la lecture. Elle est grande et complète, celle-là. Valentin Yanin la découvre ce matin sur l'ordinateur d'Isabelle. Bien, voyons ce qu'il y a d'écrit. C'est une liste de dettes. Tu peux l'agrandir? Gretchen. Gretchen? 4? Mon Dieu. Qui encore? Radiata? Et la Boris. L'intendant Grégoire. Ce sont tous de vieilles connaissances. Gretchen, je l'ai rencontré il y a 30 ans. C'est un peintre. Olissei Gretchen est entré dans la vie de Valentin Yanin en 1970. Une première lettre d'abord qui mentionnait son nom, puis une deuxième où il était question de peindre un ange. Ce sont au total plusieurs dizaines d'écorces le concernant qui ont été découvertes et qui dorment aujourd'hui dans la réserve du musée d'archéologie. Grâce à ces documents, Valentin Yanin est parvenu à identifier le personnage comme l'un des maîtres en son temps de la peinture sur icône et sur fresque. Il a enquêté sur sa vie plusieurs années, mais une question demeure sans réponse. Reste-t-il aujourd'hui quelque part dans l'une des églises de Novgorod la trace de l'œuvre de Gretchen? Stimulé par la dernière découverte, l'archéologue décide de reprendre ses recherches là où il les avait laissées. Pour cela, il lui faut retourner à la source, c'est-à-dire précisément au manuscrit. La plupart des lettres retrouvées sont des commandes faites aux peintres. Elles décrivent les œuvres à réaliser sur les murs des églises, sans pour autant préciser l'endroit. De toute façon, les fresques ne sont jamais signées. Il faut donc trouver autre chose pour identifier la main du maître. Son écriture, peut-être. Стефана, Фаврония, Роман, опять Маруфу. Cette écorce, justement, a été gravée par Olissei Gretchen lui-même. Et quelque chose dans sa façon d'écrire certains mots intéresse particulièrement l'archéologue. Qu'est-ce que c'est ce Marofa? Eh bien, c'est une transcription erronée des mots Mère de Dieu. Habituellement, de chaque côté de l'image de la Vierge, on écrit ces mots sous la forme du sigle MRTU, Mère de Dieu en grec. Mais parfois, comme ici, on confond cette inscription avec le prénom Marofa. Marofa, ou la faute d'écriture du peintre. Ce mot-là, Valentin sait où le retrouver. L'une des fresques reproduites dans ce vieux livre porte en effet l'inscription, comme une signature involontaire, Marofa. Seulement, les photos datent des années 30. Depuis, il y a eu la guerre. L'église de la Nieredice, qui contient la fresque,
comme beaucoup d'autres églises à Novgorod, a été détruite par les bombardements allemands. Si Valentin espère tout de même retrouver la trace du peintre, c'est parce que la restauration du bâtiment est presque terminée. Mais que reste-t-il des fresques à l'intérieur ? L'intensité et l'éclat des fragments restaurés laissent imaginer toute la splendeur des lieux avant leur destruction. Ici étaient certains des chefs-d'œuvre du décor à fresques. Avant, les fresques couvraient les murs du sol à la coupole. Et il en reste si peu. C'est ici qu'il faut chercher les traces du travail d'Olisei Gretchin. Malheureusement, l'épreuve se trouve justement dans une partie du décor, dont il ne subsiste que des morceaux, en très mauvais état. Voilà la représentation de la Vierge telle qu'elle est arrivée jusqu'à nous. Et voilà comment elle était en noir et blanc dans ce livre édité avant la guerre. Les inscriptions Agia et Marofa ont été écrites partout de la même main. Et cette main répétait toujours la même faute, caractéristique d'Olisei Gretchin. Du mur à la photo, de la photo au peintre, le fil est mince, mais il existe. Olisei Gretchin est venu et il a peint dans cette église. Son nom, grâce à Valentin Yanin, s'est inscrit dans l'histoire. Тоже мне тут встал. Собирайся, пошли домой быстрее. Если не забудешь. Пошли, пошли, пошли. Будем драться или как? Иди и ты отсюда. Salutations du pape à Gretchin. Je te prie de peindre pour moi 2 séraphins sur 2 icônes au-dessus de la Déisis. Je t'embrasse, Dieu te récompensera. Ou nous nous mettrons d'accord. Pendant plus de 4 siècles, l'art des icônes et des fresques trouve à Novgorod un épanouissement exceptionnel.
La ville est riche, indépendante, et surtout elle fourmille d'églises neuves financées par les corporations de marchands ou d'artisans. Il y a du travail pour les artistes qui s'installent et enseignent sur place, comme Théophane le Grec et son assistant Andrei Roubliev. Sans couper avec la tradition byzantine, les peintres développent un style propre à Novgorod. Les œuvres sont ici plus vives, les couleurs plus tranchées et traitent les sujets avec plus de simplicité. Mais elles sont aussi plus proches de la vie elle-même et s'inscrivent sans cérémonie dans le quotidien. Par exemple, on relate sur icône la victoire des Novgorodiens sur les puissantes armées du prince Andrei Bogolyubski au début du XIIe siècle. L'issue miraculeuse de ce combat, on l'attribue à la protection à nouveau d'une icône brandie face aux ennemis. La Vierge, dite de l'incarnation, a traversé les siècles et continue aujourd'hui de participer à la vie de Novgorod. Placée devant l'iconostase, au sein de la cathédrale Sainte-Sophie, elle est devenue relique que les habitants implorent pour soulager les maux de l'existence. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, se déroule la liturgie orthodoxe. Нет, дача есть, огород нет. Тогда сейчас тебе надо копать огород. Зачем мне огород? Sur le chantier de Troïtski, le rythme ne faiblit pas. La plupart des zones découvertes ont maintenant été minutieusement explorées. Au bout de 6 semaines, l'équipe de fouilles atteint le niveau du sol ancien, où affleurent les structures de l'urbanisme médiéval. De vastes enclos, toujours carrés, et constitués de troncs assemblés, marquent les fondations des maisons. Entre les bâtiments subsistent des passages étroits, sortes de petites ruelles couvertes d'un plâtage en bois qui permettait la circulation des piétons. Aujourd'hui, les scientifiques connaissent parfaitement bien l'architecture traditionnelle de Novgorod. Depuis le début des fouilles, ce sont en effet plus de 2000 maisons qui ont été mises au jour. La nouvelle zone d'habitat que les archéologues relèvent actuellement permet cependant de confirmer le statut résidentiel du quartier de Troïtski. Mais surtout, ces informations vont s'ajouter aux résultats de 70 années de fouilles qui ont révélé bien d'autres maisons et bien d'autres rues. D'année en année, le plan général de la cité se complète et sa structure sociale se précise. Il est possible aujourd'hui d'imaginer Novgorod la Grande. Toutes les grandes rues de Novgorod sont couvertes de plâtages en bois afin de permettre aux charrettes de circuler sans s'embourber. Ici, au carrefour de Bolshaya Proboïnaya et de Tchernitsa, derrière ces palissades, travaille au lycée Grietchin, dans son atelier. Face au fleuve, sur la rive ouest, s'élèvent les fortifications du Kremlin que dominent les 5 coupoles de la cathédrale Sainte-Sophie. Le grand pont mène au quartier du commerce. Il y a là
plus de 1800 boutiques, étals, comptoirs et entrepôts, construits en bois et disposés en rangées. Au sommet de sa prospérité, entre le XIIe et le XVe siècle, la ville compte plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Cependant, malgré les 3 rangées de murailles qui la protègent, Novgorod va tomber. Cet état original et indépendant irrite de plus en plus les princes de Moscou engagés dans la construction de l'Empire. À partir du XVe siècle, les attaques se multiplient contre la République de Novgorod. En 1478, Ivan III lance ses soldats sur la ville. La résistance novgorodienne n'a pas l'ombre d'une chance face à la puissante armée moscovite. La ville est pillée. Ses richesses en or, en argent et en pierres précieuses vont grossir le trésor du tsar. La cloche, qui annonçait les réunions de l'Assemblée des citoyens, symbole de l'indépendance de la ville, est transférée à Moscou. Le commerce, aussitôt périclite. Privée de sa liberté d'agir, la Ligue hanséatique ferme ses comptoirs et entraîne dans la désertion toutes les compagnies marchandes. Novgorod n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est ici, le 26 juillet 1951, que fut découverte parmi les poutres d'un niveau de recouvrement du XIVe siècle, la première lettre sur écorce. L'histoire de Novgorod la Grande a commencé à se raconter ce jour-là. Depuis, chaque année, l'ensemble de l'équipe vient commémorer l'événement. Selon les archéologues, il faudra encore fouiller la ville pendant plusieurs siècles avant de considérer le travail comme achevé. Et ce sont des milliers d'autres lettres, des milliers d'autres voix qui viendront nous raconter l'histoire de Novgorod la Grande. Заждались за тихой рекой, и падает солнышко в росы, и я такой молодой, отплясывал лихо и рвался, рубахи большой разворот. Покосы, туманная гладь, и что-то заветное манит, а что до конца не понять. Avant, nous avions affaire à des anonymes. Maintenant, nous disons, nous fouillons le domaine de Miloshka Nevzimich. Nous creusons la propriété de Yuri Onsiforovitch. Lorsque nous étudierons ces domaines verticalement, nous saurons qui étaient leurs enfants et petits-enfants, leurs parents et grands-parents. Aujourd'hui, l'histoire nous parle avec les voix d'êtres vivants. Les 1000 rouleaux que nous avons trouvés sont comme 1000 voix, et c'est le cœur de ces voix qui anime tout notre travail. Здравствуй, боярин. Здравствуй. Salutations d'Éphrem à mon frère Ézéchias. Tu t'es mis en colère sans t'être informé.
l'abbé ne m'a pas laissé partir. Je lui avais demandé la permission, mais il m'a envoyé avec Josaphat chez le bourgmestre chercher de l'hydromel, et lorsque nous revînmes, la cloche sonnait. Pourquoi donc te mets-tu en colère? Je suis toujours auprès de toi, et j'ai honte que tu me parles ainsi. Quoi que tu puisses dire, tu es mien, comme je suis tien. Отмеките для Поженись. 3. Я тебя хочу. Нет. Дышать. Туда не ходи. На самом деле. Поженись. Я тебя хочу. Окошко.